La soft robotics est une discipline en plein essor depuis quelques années. George Whitesides de l'université de Harvard en est le précurseur et le chef de file. La soft robotics vise à concevoir des systèmes automatisés en matière molle et flexible. Se distinguant des robots traditionnels par l'absence totale de pièces rigides en mouvement, les soft robots autorisent des déplacements fluides et précis. La soft robotics est généralement une démarche bio-inspirée, visant à reproduire le mouvement d'organismes mous comme la méduse ou la pieuvre. Les travaux des différentes équipes de recherche se distinguent par le phénomène physique mis en œuvre pour obtenir de tels mouvements. Notre objectif est de concevoir un nageur autonome et potentiellement miniaturisable. Pour ce projet, nous nous sommes inspirés de la nage du spermatozoïde, en cherchant à reproduire la propulsion d'un corps par l'oscillation d'un flagelle. Pour générer cette oscillation, nous avons eu l'idée d'utiliser un champ électrique oscillant. Pour ainsi mettre en mouvement le corps du robot, celui-ci doit être conçu en matière molle électrostimulable, c'est-à-dire déformable sous l'action d'un champ électrique. Nous avons choisi d'utiliser un polymère réticulé et chargé, dont la synthèse et l'utilisation se font dans l'eau. Cet hydrogel a l'avantage d'être rigide et de se façonner aisément dans des moules, ce qui permet de varier les dimensions et la géométrie du robot. Le champ électrique est imposé entre deux électrodes à la base du flagelle. Il est généré par un oscillateur électronique. Dans l'optique de rendre le système autonome, ce circuit est conçu pour être miniaturisé et intégré dans la tête du robot. La première étape a été de synthétiser ce polymère électrostimulable. La synthèse du polymère se déroule dans l'eau en milieu basique à pH 12. Le premier monomère ajouté est le PEGA. C'est un monomère à longue chaîne carbonée permettant de limiter le gonflement du futur polymère lors de son introduction dans l'eau. Puis on ajoute l'acide acrylique. Ce monomère est spontanément déprotoné dans la solution basique et assurera la présence de charge dans le polymère. Un troisième monomère difonctionnel est ajouté, le PEGDA. Il s'agit d'un agent réticulant permettant de faire des liens entre les chaînes polymères. On obtiendra alors un réseau tridimensionnel rigide. Quelques gouttes de bleu de méthylène sont ajoutées pour colorer le futur robot. Les initiateurs de la réaction, le persulfate d'ammonium et le TMED, sont enfin ajoutés pour démarrer la réaction. La vitesse de cette réaction reste toutefois limitée à température ambiante, ce qui nous laisse un délai pour manipuler notre mélange. La solution ainsi préparée est injectée dans un moule qui permettra de donner sa forme finale au polymère une fois pris en gel. Ici, la solution est injectée dans des pipettes en plastique, donnant naturellement une structure proche de celle du spermatozoïde. Les moules sont placés durant 10 heures dans une étuve à 60 degrés afin d'accélérer la réaction et de permettre au polymère de gélifier. Pour tester le mouvement de nos échantillons, nous les plaçons dans une cuve entre deux électrodes constituées de feuilles de carbone collées sur des plaques en acier. L'appareillage associé au test de déflexion doit générer un champ électrique alternatif entre les électrodes. Un générateur d'électrophorèse permet d'atteindre de hautes tensions en régime continu. Un générateur basse fréquence permet de contrôler la forme et la fréquence d'alternance du champ électrique. Il pilote un relais qui joue le rôle d'interrupteur à fréquence variable. Le signal que nous délivrons aux électrodes est ainsi une tension en créneau de fréquence variable et d'amplitude pouvant atteindre 200 volts. Les tests de déflexion permettent de corréler les paramètres électriques qu'on impose, fréquence et amplitude d'oscillation, et les paramètres observés dans le mouvement du polymère, fréquence, amplitude et vitesse de battement. Nous avons voulu déterminer les paramètres optimaux pour envisager la miniaturisation du dispositif électrique. L'étude de l'amplitude des oscillations en fonction de la fréquence imposée fait apparaître un comportement de type passe-bas. Les mouvements les plus amples sont effectués à basse fréquence. Au-delà de 400 MHz, les battements deviennent trop faibles. L'étude de l'amplitude en fonction de la tension imposée fait apparaître un palier à partir de 110 volts pour toutes les fréquences utilisées. Il n'est donc pas nécessaire de dépasser une centaine de volts pour obtenir un mouvement satisfaisant. À la lumière de ces résultats, nous pouvons donc envisager de construire un circuit électronique miniature permettant de réaliser des signaux créneaux de quelques centaines de millihertz et pouvant atteindre une amplitude de 100 volts. Le polymère présente dans sa structure des charges négatives. On pourrait intuitivement penser que sous l'action du champ électrique, les charges négatives du polymère soient attirées vers l'anode, qui est l'électrode chargée positivement, entraînant avec elle tout le flagelle. Cependant, on observe lorsqu'on applique un champ continu, une déflexion du polymère en direction de la cathode, qui est l'électrode chargée négativement, ce qui semble paradoxal. Le mouvement n'est donc pas dû au déplacement des charges fixes sur le polymère. Il est en réalité induit par un mécanisme de diffusion appelé osmose. Le polymère baigne dans un milieu contenant de nombreux ions. Lorsqu'un champ électrique est imposé entre les deux électrodes, les cations migrent vers la cathode et les anions vers l'anode. Pour simplifier la situation, on n'étudie que les charges apportées dans le milieu par le polymère. Les charges négatives présentes dans la structure du polymère ne peuvent pas se déplacer. En revanche, les contre-ions sodium associés sont libres de migrer vers la cathode.
Le champ électrique induit donc un courant d'ion sodium de l'anode vers la cathode, ce qui génère un gradient de concentration de ces ions dans le milieu. Le système est alors hors équilibre. En réponse à ce gradient de concentration, se crée une différence de pression, appelée pression osmotique, entre la zone pauvre et la zone riche en ion sodium. Sous l'effet de cette pression osmotique, le solvant se met en mouvement vers la zone la plus riche en ions, de manière à la diluer et ainsi rétablir l'équilibre. En passant dans le réseau rigide du polymère, l'eau entraîne sa déformation et sa déflexion en direction de la cathode. Lorsqu'on inverse le champ des deux électrodes, la situation est tout simplement renversée. Dans l'optique de rendre le robot autonome, nous avons miniaturisé le circuit électronique. La première étape est d'amplifier la tension délivrée par deux piles boutons de 3 volts. Cette opération est assurée par un circuit Asher-élévateur. Le relais doit être alimenté par une tension alternative. Nous réalisons donc un mini-oscillateur. En combinant ces deux étages, nous obtenons la tension alternative souhaitée entre les deux électrodes. Sur ce type de montage miniaturisé, nous avons pu délivrer un signal créneau d'1 Hz et d'amplitude 60 volts. À cette tension, nous obtenons déjà une oscillation du polymère, mais qui n'est pas optimale d'après les résultats précédents. Au cours de ce projet, nous avons réussi à faire osciller notre polymère dans un champ électrique et à grandement réduire la taille de notre dispositif électronique. Mais avant d'assembler les différentes pièces du robot, de l'optimisation reste encore à faire. Nous devons améliorer la formulation de notre polymère pour amplifier ses mouvements et limiter son gonflement. Nous devons également continuer de réduire de taille notre montage électrique, tout en augmentant la tension et en diminuant la fréquence d'excitation qu'il peut délivrer. Pour résumer, les tâches relatives à la conception d'un soft robot s'organisent selon 3 grands axes. Le choix d'un mécanisme moteur, le choix du bon polymère pour optimiser le fonctionnement de ce mécanisme, le choix de solutions pour alimenter, contrôler et rendre idéalement autonome ce mécanisme. A priori simples dans leur formulation, ces axes se révèlent assez complexes à explorer, car ils ne peuvent être considérés indépendamment les uns des autres.